Que deviennent les auteurs de fusillades dans les écoles après que justice a été rendue? Certains reçoivent des lettres d'admirateurs et un soutien financier, comme Nicholas Cruz. D'autres s'enfuient, comme Thomas Lane. Certains se tournent vers la religion, comme Luke Woodham. Restez à l'écoute pour le découvrir, en commençant par un garçon de 14 ans qui a ouvert le feu sur un cercle de prière, Michael Carneiro. Le 1er décembre 1997, Carneal est entré dans le lycée Heath High School et a ouvert le feu, tuant 3 élèves et en blessant 5 autres. Mais contrairement au schéma tragique qui allait se reproduire dans les années suivantes, Carneal n'a pas mis fin à ses jours. Il a lâché son arme et a été immédiatement appréhendé par le directeur de l'établissement. S'ensuivit une procédure judiciaire qui allait créer un précédent pour les décennies à venir. En 1998, bien qu'il n'ait eu que 14 ans au moment de la fusillade, Carneal plaida coupable, mais atteint de troubles mentaux pour 3 chefs d'accusation de meurtre, 5 chefs d'accusation de tentative de meurtre et un chef d'accusation de cambriolage. Le tribunal le condamna à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Une peine qui tenait compte à la fois de la gravité de ses crimes et de son statut de mineur. C'est là que l'histoire de Carneal diverge de beaucoup d'autres sur notre liste. Il a été incarcéré à la prison d'État du Kentucky et, en 2022, après avoir purgé 25 ans, Carneal a été soumis à une audience de libération conditionnelle. Les familles des victimes se sont opposées à sa libération, leurs blessures étant encore vives après un quart de siècle. La commission des libérations conditionnelles a finalement rejeté sa demande. Et, en 2025, Carneal est toujours derrière les barreaux. 2 mois seulement avant la tuerie de Carneal, un autre adolescent faisait la une des journaux pour des actes qui semblaient provenir des profondeurs mêmes de la noirceur humaine. Cet adolescent est le prochain sur notre liste. Luke Woodham. Luke Woodham avait 16 ans lorsqu'il a tué sa mère pour la première fois à leur domicile de Pearl, dans le Mississippi, puis s'est rendu en voiture au lycée de Pearl le 1er octobre 1997, où il a assassiné 2 élèves et en a blessé 7 autres. Le procès de Woodham en 1998 a abouti à 3 condamnations pour meurtre et 7 pour voie de faits graves, ce qui lui a valu 3 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, plus 140 ans. L'accusation a dépeint un jeune homme perturbé, influencé par une secte satanique, tandis que la défense a invoqué la maladie mentale, arguments qui ont finalement été rejetés par les tribunaux. Ce qui rend l'expérience carcérale de Woodham particulièrement intrigante, c'est le contraste avec ce à quoi on pourrait s'attendre. Actuellement incarcéré au pénitencier d'État du Mississippi, Woodham affirme avoir trouvé la religion en prison, une transformation qui, qu'elle soit sincère ou simulée, lui a permis de naviguer dans les réalités brutales de la vie derrière les barreaux. Cette conversion religieuse soulève des questions fascinantes sur la rédemption et la manipulation au sein du système pénitentiaire. Une personne qui a commis des actes de violence aussi calculés peut-elle vraiment trouver la paix avec Dieu, ou s'agit-il simplement d'un autre masque porté par un prédateur cherchant à améliorer sa situation? La réponse ne sera peut-être jamais claire, mais ce qui est certain, c'est que Woodham a réussi à survivre dans un environnement où ses crimes auraient normalement fait de lui une cible. Le cas suivant représente l'une des histoires les plus complexes sur le plan psychologique de l'histoire. Kip Kinkel. Le 21 mai 1998, cet adolescent de 15 ans a d'abord assassiné ses 2 parents dans leur maison de Springfield, dans l'Oregon, puis s'est rendu au lycée Thurston, où il a tué 2 élèves et en a blessé 24 autres. Kinkel a été arrêté sur les lieux et, en 1999, il a plaidé coupable de 4 chefs d'accusation de meurtre et de 26 chefs d'accusation de tentative de meurtre, recevant une peine de 111 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ce qui distingue Kinkel, ce n'est pas seulement la sévérité de sa peine, c'est le débat permanent sur sa santé mentale et l'éthique de l'emprisonnement à vie d'un mineur souffrant de troubles mentaux graves. Kinkel a été diagnostiqué schizophrène paranoïaque, une maladie qui soulève de profondes questions sur l'éthique de l'incarcération à vie des mineurs atteints de troubles mentaux. Son cas est devenu un point central pour ceux qui soutiennent que certains jeunes délinquants, en particulier ceux qui souffrent de maladies mentales traitables, méritent des chances de réinsertion plutôt que d'être enfermés jusqu'à leur mort. Actuellement incarcéré à l'établissement pénitentiaire de l'État de l'Oregon, Kinkel a poursuivi des études de droit derrière les barreaux et a intenté des poursuites judiciaires pour obtenir un meilleur traitement de sa santé mentale, des actions qui témoignent non seulement de sa lutte permanente contre la maladie mentale, mais aussi de sa capacité intellectuelle à naviguer dans le système judiciaire. Passons maintenant au cas suivant sur la liste, le moment décisif qu'a été Columbine. Eric Harris et Dylan Klebold. Le 20 avril 1999, Eric Harris, 18 ans, et Dylan Klebold, 17 ans, ont changé à jamais le visage de l'Amérique lorsqu'ils ont attaqué le lycée Columbine à Littleton, dans le Colorado,
tuant 12 élèves et un enseignant avant de se suicider. Contrairement à tous les autres cas que nous examinerons aujourd'hui, Harris et Klebold n'ont jamais été jugés, n'ont jamais connu l'intérieur d'une cellule de prison et n'ont jamais eu à faire face aux conséquences à long terme de leurs actes. Tous deux se sont suicidés sur les lieux, laissant derrière eux un mystère qui a donné lieu à des milliers de livres, de documentaires et d'analyses. Mais leur impact sur notre histoire est incommensurable. Columbine est devenu le modèle que les futurs tireurs dans les écoles allaient suivre, l'inspiration sombre qui allait motiver des attaques similaires pendant des décennies. La tragédie a forcé l'Amérique à affronter la réalité que nos écoles, ces refuges supposés sûrs pour l'apprentissage et la croissance, pouvaient devenir des champs de bataille. Le fait que Harris et Klebold aient échappé à la justice terrestre en mettant fin à leur jour ajoute une couche de frustration à leur héritage. Il n'y a pas eu de procès pour tourner la page. Pas de peine de prison pour satisfaire notre besoin de justice. Pas d'occasion de comprendre ce qui a poussé deux adolescents apparemment ordinaires à commettre un acte aussi extraordinaire. Dans la mort, ils sont devenus les martyrs d'une cause perverse, leurs actions inspirant un culte parmi des individus perturbés qui les considèrent comme des héros plutôt que comme les tueurs de sang-froid qu'ils étaient. Le suivant était un tireur adulte dont la maladie mentale a fondamentalement modifié le cours de son affaire. Owen Go. Le 2 avril 2012, Go, âgé de 43 ans, a ouvert le feu à l'université Oikos d'Oakland, en Californie, tuant 7 personnes et en blessant 3 autres. Après avoir pris la fuite, Go a été arrêté et inculpé de 7 chefs d'accusation de meurtre et de 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Mais c'est là que son histoire prend une tournure inattendue. En 2013, il a été jugé inapte à subir son procès en raison d'une schizophrénie paranoïde et a été interné à l'hôpital d'État de Napa pour y être soigné. Techniquement, Go n'est pas du tout en prison. Il est confiné dans un établissement de santé mentale où, en 2025, aucun procès n'a eu lieu malgré plus d'une décennie écoulée depuis ses crimes. Cet état liminal, ni libre ni emprisonné au sens traditionnel du terme, représente un autre type de justice, axé sur le traitement plutôt que sur la punition. L'état de Go est surveillé par des évaluations périodiques de sa compétence, chacune déterminant s'il est mentalement apte à être jugé pour ses crimes. Cela soulève de profondes questions sur la justice et la maladie mentale. Si une personne commet des actes odieux alors qu'elle est en proie à une grave maladie mentale, doit-elle être tenue responsable de la même manière qu'une personne qui agit en pleine possession de ses facultés mentales? De tous les noms figurant sur cette liste, aucun n'a plus de poids que celui du tireur suivant. Ces actes ont redéfini la conception américaine du mal absolu. Adam Lanza. Le 14 décembre 2012, ce jeune homme de 20 ans a d'abord tué sa mère dans leur maison de Newtown, dans le Connecticut, puis s'est rendu en voiture à l'école primaire Sandy Hook, où il a assassiné 20 enfants et 6 membres du personnel adulte avant de se suicider. Comme Harris et Klebold avant lui, Lanza s'est suicidé sur les lieux, échappant ainsi à toute justice terrestre. Mais l'impact de ces crimes a été si profond, si choquant pour la psyché américaine, qu'il a changé le débat national sur la violence par arme à feu d'une manière que les tragédies précédentes n'avaient pas réussi à faire. Sandy Hook a représenté un nouveau niveau d'horreur en raison de l'âge des victimes. Des élèves de CP, âgés d'à peine 6 ans, abattus dans leur salle de classe. Les images de petits enfants évacués de leur école. Les récits d'enseignants morts en protégeant leurs élèves. Le chagrin incompréhensible des parents qui avaient envoyé leurs enfants à l'école le matin et ne les reverraient plus jamais vivants. Tout cela s'est cristallisé en un traumatisme national qui résonne encore aujourd'hui. Le suicide de Lanza a privé la nation de réponse. Il n'y a pas eu de procès pour expliquer ses motivations, ni de peine de prison pour donner un sentiment de justice. Au lieu de cela, nous sommes restés avec des questions qui ne trouveront jamais de réponse. Passons maintenant à une affaire qui se distingue non seulement par la cruauté des crimes commis, mais aussi par le comportement choquant de l'auteur après les faits. Thomas Gedetja Lane. Le 27 février 2012, ce jeune homme de 17 ans a ouvert le feu dans la cafétéria du lycée Chardon High School dans l'Ohio, tuant 3 élèves et en blessant plusieurs autres. Lane a été arrêté sur les lieux et, en 2013, il a plaidé coupable de 3 chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes, de 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre et d'agression criminelle, et a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué même les observateurs les plus aguerris. Lane s'est présenté à l'audience de détermination de la peine, vêtu d'un t-shirt sur lequel était inscrit le mot « killer », puis a fait des gestes obscènes à l'intention des familles des victimes avant d'être emmené. Lane a été incarcéré à la Warren Correctional Institution, dans l'Ohio, où il a continué à se comporter de manière provocante. En 2014, il s'est évadé avec un autre détenu, mais a été repris quelques heures plus tard. Cette tentative d'évasion n'était pas seulement une tentative pour retrouver la liberté,
C'était un autre acte de défi, une autre façon de traumatiser les familles de ces victimes qui ont dû revivre leur cauchemar lorsque la nouvelle de son évasion a été annoncée. Ce qui rend le cas de Lane particulièrement troublant, c'est son absence totale de remords ou de maladie mentale apparente qui pourrait expliquer son comportement. Contrairement à Kinkel, atteint de schizophrénie, ou à d'autres tireurs qui prétendent avoir trouvé la rédemption, Lane semble se délecter de sa notoriété. Nous allons maintenant nous intéresser à un cas qui représente quelque chose de nouveau et de terrifiant dans l'évolution de la violence de masse. L'intersection entre la misogynie, la maladie mentale et la radicalisation sur Internet. Elliot Rodger. Le 23 mai 2014, ce jeune homme de 22 ans a commis une série de fusillades et d'agressions à l'arme blanche près du campus de l'Université de Californie à Santa Barbara, à Isla Vista, tuant 6 personnes et en blessant 13 autres avant de se suicider. Mais les crimes de Rodger différaient des fusillades scolaires traditionnelles par leur motivation et leur méthodologie. Avant son attaque, il a publié en ligne un manifeste de 137 pages et plusieurs vidéos détaillant sa haine des femmes qu'il avait rejetées et son plan pour ce qu'il appelait la vengeance. Ces actions ont donné naissance à ce qui allait devenir le mouvement Incel, des hommes involontairement célibataires qui reprochent aux femmes leurs échecs amoureux et, dans les cas extrêmes, recourent à la violence. Comme Lanza et les tireurs de Columbine avant lui, Rodger s'est suicidé, échappant ainsi à toute possibilité de procès ou d'emprisonnement. Mais son manifeste numérique a survécu, inspirant des attaques similaires et devenant un cri de ralliement pour la violence misogyne. À sa mort, Rodger est devenu quelque chose de peut-être plus dangereux qu'il ne l'avait jamais été de son vivant. Un martyr pour un mouvement qui continue de radicaliser les jeunes hommes vulnérables en ligne. Le fait que Rodger n'ait jamais été traduit en justice au sens traditionnel du terme signifie que nous n'avons jamais pu voir comment le système pénitentiaire aurait traité une personne dont les crimes étaient si explicitement idéologiques. Aurait-il été pris pour cible par d'autres détenus en raison de ses convictions misogynes? Aurait-il continué à radicaliser d'autres personnes derrière les barreaux? Ces questions restent sans réponse. La tragédie suivante a démontré à quel point les fusillades de masse précédentes peuvent inspirer des imitateurs. Christopher Harper Mercer. Le 1er octobre 2015, Christopher Harper Mercer, âgé de 26 ans, a ouvert le feu sur le campus de Roseburg, dans l'Oregon, tuant 9 personnes et en blessant 8 autres avant de se suicider lors d'une fusillade avec la police. L'enquête a révélé que Harper Mercer était obsédé par les fusillades de masse précédentes, en particulier le massacre de Columbine. Il avait étudié les tactiques et les manifestes des tueurs précédents, s'inspirant de leurs exemples pour planifier son propre attentat. Ce phénomène d'imitation est de plus en plus courant dans les actes de violence de masse, chaque tragédie pouvant inspirer la suivante. Harper Mercer s'est suicidé après avoir échangé des coups de feu avec la police, rejoignant ainsi la majorité des auteurs de fusillades de masse qui préfèrent mettre fin à leur jour plutôt que d'être arrêtés et jugés. Sa mort a une fois de plus privé les familles et les communautés de la possibilité de voir justice rendue dans une salle d'audience. Le phénomène du suicide chez les auteurs de fusillades de masse mérite d'être souligné, car il modifie fondamentalement notre conception de la dissuasion et de la justice. La justice pénale traditionnelle s'appuie sur la menace d'une sanction pour dissuader la criminalité, mais si les auteurs ne s'attendent pas à survivre à leurs attaques, la menace d'une peine de prison perd tout son sens. Cette réalité nous oblige à nous concentrer davantage sur la prévention et l'intervention précoce, plutôt que de compter uniquement sur l'effet dissuasif de peines sévères. Contrairement à Harper, le tireur suivant a dû faire face à toute la rigueur du système judiciaire. Nicholas Cruz. Le 14 février 2018, ce jeune homme de 19 ans a ouvert le feu au lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland en Floride, tuant 17 personnes et en blessant 17 autres. Contrairement à beaucoup d'autres personnes figurant sur notre liste, Cruz ne s'est pas suicidé. Il a préféré prendre la fuite et a été arrêté environ 1 heure plus tard. Le fait d'avoir survécu lui a valu de devoir affronter ce que la plupart des auteurs de fusillades de masse n'ont jamais à affronter. Des années de procédures judiciaires, des déclarations des victimes et finalement, la prison à vie. En 2021, Cruz a plaidé coupable de 17 chefs d'accusation de meurtre et de 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Le procès en 2022 a été particulièrement brutal, le jury recommandant finalement la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle plutôt que la peine de mort en raison de circonstances atténuantes, notamment des problèmes de santé mentale. Il a été officiellement condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle en novembre 2022. Cruz a d'abord été incarcéré au South Florida Reception Center avant d'être transféré dans une prison de Floride dont l'emplacement n'a pas été divulgué. Ce qui s'est passé ensuite était à la fois troublant et révélateur. En 2023,
Des informations ont fait surface selon lesquelles Cruz recevait des lettres d'admirateurs et un soutien financier de la part de ses fans, ce qui a suscité une vive controverse. Un psychologue légiste a décrit Cruz comme ayant un incroyable manque de compétences sociales, ce qui lui rendait difficile l'intégration au sein de la population carcérale. Les familles des victimes de Parkland ont exprimé leur espoir que Cruz vive dans la peur et subisse des représailles en prison. La réalité de l'expérience carcérale de Cruz, recevoir des lettres d'admirateurs, avoir accès à des tablettes éducatives, vivre potentiellement dans une relative sécurité, contraste fortement avec ce que de nombreuses familles de victimes espéraient être son sort. Passons à autre chose. Le cas suivant représente un autre exemple de la façon dont la maladie mentale peut fondamentalement modifier le cours de la justice. Dimitrios Pagourtsis. Le 18 mai 2018, ce jeune homme de 17 ans a ouvert le feu au lycée Santa Fe High School, au Texas, tuant 10 personnes et en blessant 13 autres. Pagourtsis a été arrêté sur les lieux et inculpé de 10 chefs d'accusation de meurtre avec circonstances aggravantes et de 13 chefs d'accusation de tentative de meurtre. Mais comme Wango avant lui, Pagourtsis a été jugé inapte à subir son procès en 2019 en raison d'une maladie mentale grave, plus précisément la schizophrénie, et a été interné à l'hôpital North Texas State Hospital. En 2025, Pagourtsis est toujours interné dans un établissement psychiatrique, sans date de procès fixée, car les évaluations de sa capacité à subir son procès se poursuivent. Son affaire reste juridiquement en suspens plus de 6 ans après ses crimes, créant une situation unique pour l'auteur et les familles des victimes. Son cas fait également l'objet d'examens périodiques par les tribunaux, chacun déterminant s'il a suffisamment récupéré ses capacités mentales pour être jugé pour ses crimes. Ce retard indéfini dans la justice crée une forme de torture pour les familles. Des victimes qui se trouvent dans une situation de suspension permanente, incapables de tourner la page par le biais du processus judiciaire traditionnel. Cela soulève également des questions sur la nature même de la justice. Est-il plus important de s'assurer que les accusés sont mentalement aptes à comprendre leur procès, ou faut-il fixer des limites autant que la société est prête à attendre pour que cette aptitude revienne? Le prochain cas sur la liste représente l'un des chapitres les plus déchirants et les plus révoltants de l'histoire des fusillades dans les écoles américaines. Salvador Ramos. Salvador Ramos, âgé de 18 ans, a ouvert le feu à l'école primaire Robb, tuant 19 enfants et 2 enseignants. Ramos a finalement été abattu par des agents fédéraux sur les lieux, mais pas avant un délai inacceptable de plus d'1 heure pendant lequel les enfants et les enseignants ont saigné et sont morts à l'intérieur de l'école. La réponse des forces de l'ordre, ou plutôt leur absence de réponse, a suscité une indignation nationale presque aussi forte que la fusillade elle-même. Ce qui rend le cas de Ramos particulièrement tragique, c'est le manque d'opportunités d'intervention. Selon certaines informations, Ramos aurait été victime d'intimidation en 4e année dans la même école primaire, où il allait plus tard commettre un massacre. Ce détail ajoute une circularité obsédante à la tragédie. Une victime d'intimidation à l'école qui revient des années plus tard pour infliger un traumatisme inimaginable à une nouvelle génération d'enfants. Comme tant d'autres sur notre liste, Ramos est mort pendant son attaque, échappant ainsi à toute possibilité d'être traduit en justice. La tragédie d'Uvalde a également mis en lumière le débat en cours sur la sécurité armée dans les écoles, les protocoles d'intervention de la police et l'équilibre délicat entre le maintien des écoles comme environnement d'apprentissage accueillant et leur protection contre la violence. Le fait qu'un jeune de 18 ans ait pu acheter légalement les armes utilisées dans l'attaque a alimenté les débats en cours sur le contrôle des armes à feu et les restrictions d'âge. Passons à la suite. Le schéma des tireurs de masse qui se suicident s'est poursuivi avec le cas suivant. Anthony McRae. Le 13 février 2023, cet homme de 43 ans a ouvert le feu à plusieurs endroits sur le campus de l'Université d'État du Michigan à East Lansing, tuant 3 étudiants et en blessant 5 autres. McRae s'est suicidé après l'attaque, suivant le schéma trop familier des auteurs de fusillades de masse qui préfèrent la mort à l'affrontement des conséquences de leurs actes. Son suicide a empêché les enquêteurs d'obtenir des réponses directes sur ses motivations, même s'ils ont pu se faire une idée d'un homme aux prises avec divers échecs personnels et professionnels. Ce qui est particulièrement remarquable dans le cas de McRae, c'est son âge. À 43 ans, il était nettement plus âgé que la plupart des auteurs de fusillades dans les écoles, ce qui remet en question le profil type d'un jeune homme blanc. Son cas montre que la menace de violence sur les campus peut provenir de sources et de groupes d'âge inattendus, ce qui complique les efforts visant à établir le profil des auteurs et à prévenir de telles attaques. La fusillade de l'Université du Michigan a également mis en évidence le traumatisme durable que subissent les communautés universitaires après de tels événements. Les étudiants qui ont survécu à l'attaque ont rapporté des symptômes de stress post-traumatique, des difficultés à se concentrer sur leurs études et une peur persistante de retourner sur le campus. Les professeurs et le personnel ont été confrontés à des problèmes similaires,
démontrant ainsi comment la violence de masse se propage et affecte des communautés entières pendant des années après le traumatisme initial. Au-delà de cela, voici un cas qui a bouleversé de nombreuses hypothèses sur les auteurs de violences de masse dans les écoles. Audrey Hale. Le 27 mars 2023, cette femme de 28 ans a ouvert le feu à l'école The Covenant School de Nashville, dans le Tennessee, tuant 3 enfants et 3 membres du personnel adulte. Ce qui rendait le cas de Hale unique, ce n'était pas seulement le fait qu'elle était une femme. Les femmes auteurs de fusillades de masse sont extrêmement rares, mais aussi qu'elle était une ancienne élève de l'école chrétienne privée qu'elle a attaquée. Hale a été tuée par la police sur les lieux, suivant le schéma désormais familier des tireurs qui ne survivent pas à leurs attaques. Le cas de Hale a suscité une controverse particulière en raison de son identité transgenre et du fait qu'elle ait pris pour cible une école chrétienne, ce qui a donné lieu à d'intenses débats sur ses motivations et sur la question de savoir si l'attaque constituait un crime haineux. Ces débats ont été compliqués par le fait que Hale a laissé derrière elle des écrits que les forces de l'ordre ont initialement refusé de divulguer, invoquant l'enquête en cours et la crainte d'inspirer des imitateurs. La fusillade de la Covenant School a démontré que la violence de masse peut provenir de sources inattendues et cibler des victimes inattendues. Le fait que Hale connaissait bien la disposition de l'école et ses procédures de sécurité, ayant été élève dans cet établissement, lui a donné des avantages tactiques qui ont rendu l'attaque plus meurtrière. Cette connaissance interne nous rappelle que les menaces à la sécurité des écoles peuvent parfois provenir de la communauté elle-même. Comme pour tant d'autres sur notre liste, la mort de Hale a privé les familles et les communautés de la possibilité de chercher des réponses et d'obtenir justice par le biais du système judiciaire. Au lieu de cela, elles ont dû reconstituer les motivations à partir d'écrits et de publications sur les réseaux sociaux, en essayant de donner un sens à une violence insensée. Passons maintenant à un cas qui représente quelque chose de différent, la prévention plutôt que la tragédie. William Whitworth. En mars 2023, William Whitworth, âgé de 19 ans, a été arrêté avant d'avoir pu mener à bien une fusillade planifiée au lycée Coronado de Colorado Springs, dans le Colorado. Ce qui a permis de sauver potentiellement des dizaines de vies, c'est un membre de sa famille qui a signalé les plans détaillés de Whitworth aux autorités. Cette intervention a permis à la police de l'arrêter avant qu'il ne puisse passer à l'acte, ce qui représente l'un des rares succès en matière de prévention des fusillades dans les écoles. En 2024, Whitworth a plaidé coupable d'agression au 2e degré et de menaces, des chefs d'accusation moins graves en raison d'un accord de plaidoyer, et a été condamné à 6 ans de prison. Il est actuellement incarcéré dans un établissement pénitentiaire de l'État du Colorado, mais son lieu de détention n'a pas été divulgué. Sa peine plus courte et le fait qu'il ait été arrêté avant de commettre une fusillade de masse peuvent influencer la façon dont il est perçu et traité par les autres détenus. Le cas de Whitworth démontre l'importance cruciale de l'évaluation des menaces et de l'intervention précoce. Il montre qu'avec des mécanismes de signalement appropriés et une action rapide, des tragédies potentielles peuvent être évitées. Son histoire soulève également des questions sur la manière dont nous devrions traiter les individus qui planifient des actes de violence de masse, mais qui sont arrêtés avant de pouvoir les commettre. Doivent-ils être condamnés à des peines aussi sévères que ceux qui ont mené à bien leurs attaques, ou le système judiciaire devrait-il reconnaître la différence entre la planification et l'exécution? Au final, nous sommes confrontés à des questions profondes sur la justice, la punition et la rédemption. De nombreux auteurs de fusillades dans des écoles sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie qu'ils passeront toute leur vie en prison. Mais est-ce suffisant pour rendre justice à ces tireurs? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur celle qui s'affiche sur votre écran pour en voir d'autres.